Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Attaque vendredi dernier contre le cortège présidentiel au niveau de la commune de l'Arcaillet. Des voitures qui se trouvaient dans le cortège ont essuyé des jets de pierre. La présidence qualifie cet acte de terroriste. La police annonce l'ouverture d'une enquête après l'incident survenu à l'Arcaillet. 7 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Le responsable du commissariat de la ville a été remplacé. La position adoptée par Haïti à l'OEA n'est pas correcte selon l'expert Michel-Éric Gaillard. Il estime que le gouvernement haïtien ne fait que supporter la dictature qui s'installe au Venezuela. La présidence condamne dans un communiqué l'embuscade tendue le vendredi 7 avril 2017 au niveau de la commune de l'Arcaillet contre le cortège présidentiel. Le président s'est rendu dans le département de l'Artibonite en vue des préparatifs liés au lancement de la caravane du changement prévue pour le 1er mai prochain. Selon le Palais national, les mots ne sont pas assez forts pour dire toute l'ignominie de ces actes qu'il qualifie de terroristes. Toujours selon la présidence, ces actes attentatoires à la vie du président de la République, commis par des individus non encore identifiés, constituent une menace grave contre la paix publique et la sûreté de l'État. Ils feront l'objet d'une investigation minutieuse et rigoureuse par les instances compétentes en vue d'identifier les auteurs et les déférer par devant les autorités judiciaires. D'un autre côté, la présidence a fait remarquer que le président Jovenel Moïse veut renouveler à la population archelloise tout son engagement à trouver une solution définitive et satisfaisante à cette crise qui n'a que trop duré. Elle invite cette population à ne pas céder face aux extrémistes et réaffirme qu'aucune action violente ne peut faire avancer leur cause. Le bureau de la présidence, tout en félicitant les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti en charge de la sécurité du chef de l'État pour leur réactivité et leur professionnalisme, rappelle à tous et à chacun que l'établissement d'une société démocratique ne peut se faire qu'à travers des principes édictés par la loi. Au moins 7 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête ouverte suite à l'attaque perpétrée vendredi dernier contre le cortège présidentiel à l'Arcaillet. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. L'inspecteur de police a également fait savoir que le responsable du commissariat de cette ville, Gracieux Junior, a été démis de ses fonctions par le commissaire Jacques Adair après l'incident. On a dit, sous l'ordre commandant-chef là, il y a une enquête qui ouvrit, mais enquête là, c'est 2 entités en dedans PNH qui mènent. Inspection générale et DCPJ. Inspection générale pour fixer responsabilité et DCPJ pour faire enquête approfondie concernant gros incident ça qui est arrivé vendredi passé. Et la police, au niveau de la DCPJ, a pris toute disposition pour mettre main dans la collecte gens qui sont impliqués dans les actes qui ont été tentés fait ou bien qui ont fait sous le cortège président de la République. Nous avons dit, au niveau des DO, tu as gagné une opération qui est en branle, côté que le ministère est là, tu as gagné une unité spécialisée de la police qui est là tout, gagné 7 interpellations qui sont faites pour le moment dans le cadre d'opération. Mais c'est du monde justement que il y a tendu pour nous capables de garder est-ce que impliqué. Mais enquête technique là, c'est direction centrale de la police judiciaire qui gagne avec appui parquet qui lui-même tout impliqué dans l'enquête là. Et n'a dit que la population pour aider nous dans ce sens parce que les gens qui viennent faire ça sous le cortège président, nous croyons que pas pour compte. Et la population est capable d'aider nous pour que nous capable d'arriver, mettre main dans la collecte Mounsayo et au commandement, direction générale là, condamner tentative ça qui fait sous le cortège président. Nous avons dit entre autres, il y a tout un changement tout qui fait au niveau commissariat, côté que il a changé commissaire qui était là.
pour le moment, c'est le commissaire Jacques Ader qui a dirigé le commissariat à Kayer. Justement, et suite à, probablement, s'il y a une légèreté, bon, c'est des mesures justement qui prend administratif et pour au niveau de haut commandement pour que vous changez et commissaire qui était là et pour que vous veniez avec un autre commissaire qui lui-même qui pourrait mettre touche parler de manière pour qu'il est capable justement, parce que c'est une zone qui crée un pile problème. Et quand pile monde qui est victime de ensemble de monde qui a fait des ordres dans la zone ça. Nous ne pouvons pas entrer dans considération politique, mais dès qu'il y a un trouble à l'ordre public, dès qu'il y a un désordre, la police a pour responsabilité pour qu'elle est capable de créer l'ordre dans la zone ça. Toujours sur ce même dossier, le bureau de communication de la mairie de l'Arcahaie condamne les actes perpétrés contre le cortège du président de la République alors qu'il revenait d'une tournée officielle dans le département de l'Artibonite. Je cite, « L'administration communale de cette ville déplore cette attitude de la part de gens motivés par des intentions autres que celles des riverains de l'Arcahaie. » Fin de citation. Selon la mairie, de pareils agissements violents et attentatoires à la personne du chef de l'État n'ont rien à voir avec les revendications des natifs de la cité du Drapeau. Le conseil municipal fustige l'action de ces malfrats. Il en profite pour exprimer ses sympathies, particulièrement au président de la République et à tous les membres de son cortège. L'expert Michel-Éric Gaillard critique la position adoptée par Haïti à l'OEA en faveur du Venezuela. Selon lui, un pays tel qu'Haïti ne saurait soutenir un gouvernement comme celui de Nicolás Maduro qui se rend coupable de graves accrocs à la démocratie. Il conseille aux autorités haïtiennes de penser dès à présent au futur des relations entre les deux pays sans les chavistes. On dit qu'on te fait choix ça, ou tu es supposé immédiatement faire une déclaration publique pour dire Maduro, il faut libérer les prisonniers politiques, il faut organiser des élections anticipées. Il faut que tu fasses. C'est une opportunité unique pour Haïti de se positionner sur la scène internationale. Parce qu'au lieu de son OEA, il était au nom de la liberté, demander ça à Maduro, tu vois, de les libérer. Donc on a perdu l'opportunité d'exercer un leadership politique dans la région et de montrer au monde. Mandez-nous de conditionner positionnement. On te doit balancer de pinga. On dit OK, mais comment m'a voté fois ça? Mais tu dois libérer les prisonniers politiques. Tu ne peux pas et tu dois organiser les élections. À ce moment, tu es dans une position côté que tu montres au monde que tu es conscient de tes responsabilités vis-à-vis des principes démocratiques et de la liberté des peuples. Mais tu ne peux pas. Alors, position dure, qui ça dit que de supporter le Venezuela, c'est-à-dire sans condition, inconditionnellement. Alors ça veut dire que je dis à là, nous avons une opposition, ou d'accord avec elle, on doit dire. C'est pas normal. Quel exemple que tu donnes à la jeunesse haïtienne? Que Haïti supporte un gouvernement qui applique des principes de dictature, alors que nous-mêmes, nous souffrons de dictature. Ce n'est pas possible, ou pas capable de prendre un chemin, ça. C'est un chemin qui est incorrect. Ce qui veut dire que quel exemple que tu donnes dans les écoles, les jeunes étudiants qui ont regardé Haïti comme exemple, on dit, on supporte un pays qui a appliqué le principe de dictature. Alors, moi-même, ça fait peur, parce que je me dis, en Haïti, même pas qui doit arriver. Ça veut dire que nous vous mettons trop pour nous venir gagner démocratie aujourd'hui, parce que Haïti, rappelle-toi, le gouvernement actuel, le Parlement est un gouvernement, l'État, élu démocratiquement. Donc Haïti est une république, bien entendu, démocratie fragile, mais il faut qu'on protège. Mais on ne peut pas prendre des positions publiques qui sont antidémocratiques. Un guichet unique sera bientôt mis à la disposition des usagers à la DGI pour traiter l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'identification des contribuables. Le directeur adjoint de la DGI, M. Lubonheur Loredan, a précisé les dispositions mises en place afin de faciliter la tâche aux contribuables. On l'a constaté, le service offert n'est pas de qualité. Ainsi, on a eu l'idée de regrouper l'ONI, la DGI, l'immigration et les archives nationales en un seul guichet, ce pour faciliter, pour éviter trop de déplacements du contribuable. En un point, le contribuable peut effectuer toutes ces transactions. On vient, par exemple, si on doit faire
une demande de passeport, on a les archives nationales pour l'extrait des actes de naissance, on a l'ONI pour la carte d'identification nationale, on a la DGI pour le droit de passeport et l'immigration pour la réception de ce document. À côté de ceci, on a voulu également déconcentrer les points de livraison et de réception de documents. Ainsi, on a eu l'ouverture durant cette semaine de 3 points de livraison et de réception de documents au niveau du Champ de Mars, au niveau de Tabar et également à Pétionville. On ne va pas s'arrêter, c'est sûr. Dans l'idée, dans l'élan du président d'améliorer la qualité de service, on pense déjà pour la semaine prochaine le Cap-Haïtien, Inche et Verret. Ce sera la deuxième vague, mais il y aura pas mal de vagues après, car l'idée, c'est d'aller vers le contribuable, afin que le service soit tout près de lui. C'est qu'on aura plusieurs autres centres de livraison et de réception. Ce n'est pas un seul, c'est plusieurs à Port-au-Prince. On aura à Delma, à Pétionville, à Tabar, à Carrefour, à Cité-Soleil, partout, à Kinskov, ce sera partout. Et également, ça c'est pour la zone métropolitaine. On aura également dans les villes de province. On compte couvrir tout le territoire. Vous savez, comme la DG est déjà présente dans toutes les communes, donc on va profiter de ces espaces-là pour offrir aux gens ce service de qualité. Le directeur Bertrand des Archives nationales, qui déjà en 48 heures peut livrer un extrait, une demande d'extrait. Et c'est pareil, comme le président l'a demandé également, l'immigration fait l'effort à ce que les documents soient livrés dans 5 jours. Réouverture de la faculté des sciences humaines ce lundi. Dans une note du secrétariat général de la faculté en date du 7 avril, il a été décidé que l'institution rouvrirait ses portes ce 10 avril. Une équipe de Radio et Télémétropole s'est rendue sur les lieux et a constaté que les avis des étudiants étaient partagés sur cette réouverture. Suivez le reportage de Sheila Louis-Joseph et de Léel Paul. Fermée le 29 mars dernier par le Conseil de coordination, la Faculté des sciences humaines rouvre ses portes une dizaine de jours après. Et c'est dans une ambiance plutôt calme que l'administration a repris ses activités ce lundi. Des employés sont à leur poste, tandis que des étudiants regroupés sur la cour sont très peu nombreux à répondre à l'appel dans un environnement qui garde encore les séquelles du tremblement de terre du 12 janvier. Dans l'intervalle, la bibliothèque est restée fermée, les salles de cours sont vides, des professeurs absents, mais la réouverture préoccupe au plus haut point des jeunes interrogés. James Tréma et Michel Franqui sont des étudiants en 4e année de sociologie. L'incertitude là toujours dans nous. Nous toujours incertains parce que nous pensons que même condition que la faculté a fermé, elle a ouvert parce que pas rien qui dit une disposition qui prend pour créer un climat qui est favorable pour coup fait normalement et que l'on n'a suivi couleur pas craindre que pas une boule de caoutchouc dans l'espace là, pas craindre que la cabine craser quoi parce que c'est ça qui fait fermer qui fait devient ingérable pour dirigeants. Nous-mêmes qui étudiants, l'objectif principal là d'abord et avant tout, c'est suivre toute étude. Et pour répondre, nous pouvons comprendre qui mesure que l'administration prend, et conseil la prend pour lui-même garantir comment nous allons suivre cours en toute quiétude dans l'espace. Si des étudiants quoique inquiets saluent la réouverture de la FACH, d'autres par contre s'interrogent avec perplexité sur les réelles motivations du conseil de coordination. Jackson Lafleur est un étudiant en sociologie, il exige des explications. Acteurs n'ont pas décidé de résoudre la crise dans l'université, plutôt ils ont un ensemble de pratiques. En fait, nous jeunes là, il y a des étudiants qui ont expulsé tout ça, qui ont porté des revendications. Au lieu acteurs ça même chita pour résoudre la crise là, c'est des bails qu'il y a fait entre eux sans la communauté universitaire elle-même n'est pas au courant de ça qu'a fait eux. Donc si ils ont ouvert la faculté, donc normalement on a supposé des explications ça que fait faculté a été fait mais lui-même. Entre inquiétude et tractation, le coordonnateur général de la FACH, Josué Vaval, n'a pas voulu intervenir dans la presse sur la réouverture, car, dit-il, il n'a pas été autorisé. Rappelons que le Conseil de coordination avait annoncé la fermeture de la Faculté des sciences humaines dans une circulaire. Une mesure conservatoire selon les responsables qui a été prise en raison de la dégradation de la situation au sein de l'institution. Dans le culturel, la 8e édition d'Orchid Extravaganza s'est déroulée le week-end dernier au Caribé.
Aux côtés des exposants locaux sont venus des horticulteurs des États-Unis et d'un peu partout à travers le monde. L'un des objectifs fixés par les organisateurs était de sensibiliser le public sur la nécessité de préserver la flore locale, la diversité des orchidées, mais aussi d'autres plantes endémiques, tant d'ici que d'ailleurs, étaient remarquées à cette nouvelle édition. Suivez les explications de Joanne Buteau, l'organisatrice de l'événement, et de Bernard Delatour, un des exposants. L'organisation avec Genza a commencé avec une idée de protéger notre environnement parce que les orchidées vivent dans notre environnement, dans les montagnes. Et comme on coupait beaucoup de notre arbre, je voulais faire que tout le monde soit conscient de ce qui se passe dans notre environnement. Et je travaillais avec la Société Audubon d'Haïti les premières années pour faire les gens conscients de ce qui se passe. Parce que beaucoup de nos plantes qui nous sont là, qui sont présentées là, sont des mythes d'Haïti et sont en voie de disparition à cause des coupures de bois. Ça a commencé comme ça et puis maintenant c'est venu quelque chose vraiment bien connu. Hein? Bien connu, que tout le monde vient. Oui, très populaire, très populaire. Où les gens viennent pour regarder les différentes plantes. Et il y a les orchidées, il y a les broméliades, il y a des exemples de production nationale. Toutes choses qui ont à voir avec la décoration intérieure, la décoration de jardin. Moi-même, j'ai un jardin de bonsaï. Ce sont des arbres qu'on fait grandir de façon naine dans des pots. C'est une type de cultivation qui vient du Japon. Et j'ai eu la chance que Mme Buteau m'a invité cette année pour pouvoir montrer aux gens. C'est une vraiment belle opportunité de rencontrer beaucoup de gens, de leur montrer ce qui est possible avec ce qui grandit chez nous. Donc, tu peux voir, il y a toutes sortes d'espèces, que ce sont des arbres qui grandissent chez nous, des bougainvilliers, des amandiers chinois, des ficus, etc. Ce sont des arbres qui grandissent dans le pays, qu'on peut cultiver de façon à être décoratif, à être beau, et qui nous apprennent beaucoup de la nature et qui nous donnent une appréciation de ce qu'il y a autour de nous pour nous protéger. Mais la plupart de ces arbres-là sont plus grands que toi, que moi, que même nos grands-parents. Ces arbres-là ont plus de 100 ans. C'est un patrimoine. Donc venir là, participer dans cet événement, nous donne la chance de non seulement montrer ce qu'on fait, mais montrer la valeur de la nature de chez nous pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont une responsabilité dans la protection de notre environnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine pour une autre édition de Métro News.